Je pense qu'on peut démarrer ce webinaire enfin. Alors, merci de vous joindre à nous en ce lundi. Nous allons commencer dans quelques instants. Mon nom est Sylvain Martel. Je suis en compagnie de mon collègue et ami Cyril. Nous allons, donc, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons vous présenter aujourd'hui les essentiels de Google Analytics. On espère fortement que vous pourrez apprendre comment utiliser Analytics et comprendre à mieux faire croître votre trafic et votre commerce de détail. Donc, on remercie naturellement les partenaires qui rendent possible ce webinaire, c'est-à-dire le Conseil québécois du commerce de détail, la Ville de Montréal ainsi que le gouvernement du Québec. On va se présenter. Alors, moi, je m'appelle Cyril. Donc, je suis un stratège média numérique et expert analytics. J'ai plusieurs années d'expérience au sein d'agences et je suis aussi également consultant à mon compte. Je participe en ce moment activement à aider l'agence RESA, qui est le centre de formation ambassade, pour aider les entreprises à les accompagner dans leur stratégie média numérique et également donner des formations. Et je suis Sylvain Martel, comme je le disais précédemment, plus de 15, maintenant presque 20 ans en agence, que ce soit créa, numérique et médias. J'ai fait quelques années chez Facebook. Je suis maintenant chez RESAC comme le responsable chef des investissements médias et de la mesure. Donc, tous les dollars médias investis chez nous, on les mesure pour s'assurer des résultats de nos clients, naturellement. Et je suis un formateur accrédité du centre de formation, l'ambassade. Juste pour vous rappeler, vous avez été muté, vous êtes sous silence donc pour la durée du webinaire. Par contre, on vous invite à nous poser vos questions dans la section que vous retrouverez au bas de votre écran qui s'appelle questions et réponses, donc Q et R ou Q&R. On va répondre principalement à vos questions dans une session de questions et réponses à la fin du webinaire. Il y a peut-être quelques questions rapides auxquelles nous allons répondre en temps réel pendant que Cyril vous livrera le contenu de la présentation, mais les questions les plus importantes qui pourront profiter à toutes et à tous seront couvertes à la fin du webinaire. Donc, 6 sections essentielles aujourd'hui. Rapidement, on va voir ensemble qu'est-ce que Google Analytics et comment ça peut vous aider avec votre entreprise, comment vous créez un compte. Et si vous me permettez, je vais appeler à partir de maintenant Google Analytics GA. C'est un petit peu plus simple à dire 1000 fois à la minute. Donc, comment vous créez un compte GA et comment installer le code de GA sur votre site Internet. Comment structurer votre compte GA, comment analyser votre trafic. Et c'est la section la plus importante, naturellement, ici, la section numéro 4, où on va vraiment bien comprendre le trafic, que ce soit en temps réel ou dans un mode passé, pour une période donnée. Qui sont mes audiences qui viennent sur mon site Internet? Comment je fais l'acquisition de trafic et comment le trafic que nous avons acquis se comporte lorsqu'il arrive sur notre site. On va voir un petit volet un petit peu plus évolué des fonctionnalités telles que le reciblage, le remarketing, comment se créer ses propres audiences et comment analyser des insights médias. Vous allez aussi profiter d'une boîte à outils GA, Google Analytics, à la fin de la présentation qui va vous donner des liens vers du contenu intéressant qui vient soutenir le contenu que nous aurons livré et qui couvre l'analytique de Google pendant cette rencontre-là. Et à la fin, comme je le disais, donc à la toute fin de la rencontre, on va prendre un 10, 15, 20 minutes, dépendamment du temps qu'il nous restera et du nombre de questions, pour répondre à vos questions. Et voilà, Cyril, je te laisse de ce pas commencer notre présentation. Alors, commençons à regarder en fait une vue d'ensemble de Google Analytics. Pourquoi aujourd'hui nous sommes là? Google Analytics, juste pour faire une petite introduction, c'est vraiment l'outil d'analytique utilisé le plus au monde. Donc, on regarde les 1 million des sites les plus consultés
on remarque que Google Analytics est présent entre 70% et 80% de tous ces sites-là. C'est un outil qui a été lancé en fait en 2005, donc ça fait maintenant 15 ans, et c'est devenu vraiment un standard utilisé vraiment par toute l'industrie. Alors, quand on a un commerce et qu'on utilise un outil, on a souvent cette question de savoir est-ce que c'est un outil qui va coûter de l'argent. Depuis 15 ans, Google Analytics est gratuit. Il existe également une version payante de Google Analytics, mais il faut savoir que on l'atteint en fait quand on atteint 10 millions de visiteurs mensuels. Donc, ça vous donne une marge pour faire croître votre entreprise avec un outil gratuit. Ce qui fait d'ailleurs le succès de Google Analytics. Pourquoi utiliser Google Analytics? Si on prend 3 points vraiment les plus importants, premièrement, je dirais, c'est connaître et comprendre son audience. Donc, Google Analytics va vous donner plein de statistiques génériques sur l'achalandage de votre site web. Vous allez pouvoir répondre à la question où sont mes visiteurs, quand c'est qu'ils vont sur mon site internet, comment, par quel moyen, quel canal. Et vous allez mieux comprendre qui sont vos clients, vos visiteurs, est-ce que ceux-ci sont les mêmes, d'où viennent-ils, c'est quoi leurs intérêts. Et ça peut vous aider en fait à aussi prendre des décisions d'affaires. Par exemple, vous voyez beaucoup d'utilisateurs venir d'une ville dans laquelle vous n'avez pas un point de vente. Ça peut aussi vous aider à prendre des décisions d'affaires. Deuxième point, c'est vraiment optimiser l'expérience utilisateur de votre site. De plus en plus, en fait, on va comprendre comment les utilisateurs vont sur votre site. Est-ce qu'ils utilisent un mobile, quel type d'appareil, quelle page ils visitent. Et donc, vous allez pouvoir améliorer ces pages-là dans un but d'amener les visiteurs là où vous souhaitez qu'ils effectuent une action par rapport à votre entreprise. Si vous vendez un service ou un produit, quelles actions vous voulez qu'ils effectuent. Troisième point, c'est vraiment augmenter vos ventes d'un point de vue entreprise. On va appeler conversion une action qui aura une valeur pour votre entreprise. Donc, vous allez pouvoir mesurer ces actions-là. Vous allez pouvoir définir aussi une valeur. Donc, si on parle d'une intégration e-commerce, si on investit $1 en publicité numérique, combien de dollars on est capable de générer en vente avec ce dollar investi. Pour comprendre aujourd'hui l'essentiel de Google Analytics, Google fournit un outil offert qui s'appelle un compte de démonstration. Donc, vous avez en fait la possibilité d'utiliser un compte qui a beaucoup de sessions, qui est live, qui est basé en fait sur un site internet qui existe, qui est le Google Merchandise Store. Donc, c'est des produits customisés, brandés Google, dans lequel vous pouvez faire un achat. C'est un vrai e-commerce. Et Google fournit en fait directement un accès à ce compte de démo. Donc, j'invite, et je vous inviterai après ce webinaire à utiliser ce compte-là pour vous pratiquer, pour explorer une intégration complète de Google Analytics et voir quel rapport vous pouvez utiliser et sous quelle façon. Donc, c'est vraiment un super compte pour pratiquer. Donc, tout simplement, pour y accéder, il suffit de cliquer sur le compte Analytics Démo avec cette présentation et on va vous envoyer ça après la formation aujourd'hui. Vous a fait une boîte à outils dans laquelle vous allez avoir tous les liens. Et pour accéder au compte de démonstration, tout simplement, il suffit de se connecter ici et d'accéder au compte de démonstration. En cliquant ici, ça va vous ouvrir Google Analytics et vous allez pouvoir ajouter ce compte de démonstration dans votre compte Google. Alors, pour avoir un compte Google Analytics, forcément, il faut un compte Google. Donc, il est attaché à n'importe quelle adresse que vous auriez sur Gmail ou un compte Google d'entreprise avec G Suite. On va regarder ensemble une vue très simplement d'ensemble de Google Analytics, comment l'outil en soi est construit. Donc, quand vous arrivez sur Google Analytics pour la première fois, vous allez avoir en fait cet écran qui est assez nouveau. Ça fait à peu près 1 an que Google l'a mis en place. Et ce qu'il faut comprendre dans la manière dont est structuré Google Analytics, c'est que vous avez, c'est que des rapports soit sur des données historiques, soit des données en temps réel. Donc, vous avez à peu près 5 catégories de rapports: temps réel, audience, acquisition, comportement, conversion, que vous avez ici à gauche. Vous avez une section pour personnaliser des rapports, pour vous donner des raccourcis, et une section administration pour gérer toute la construction en fait, de comment vos données vont être structurées dans Google Analytics, ce qu'on va voir par la suite. Très simplement, une vue d'ensemble, c'est en fait un résumé de tous ces rapports qu'on a ici à gauche sur un seul écran. Donc, vous allez avoir en fait les données de plusieurs informations. Donc,
ce qui se passe en temps réel sur votre site web, ici, en haut à droite. Donc, quelles sont les pages actives, quels sont les utilisateurs actifs en ce moment même, où c'est qui visitent votre site web. Vous allez aussi voir un petit peu l'acquisition, comment attirez-vous à des… je peux plus cliquer. Par quel canal attirez-vous des utilisateurs? Et c'est vraiment en fait une vue globale d'ensemble qu'on va après, quand on analyse en compte ensemble tout à l'heure, on va pouvoir rentrer en détail dans chaque rapport. Cette section personnalisation, ici, vous allez avoir des tableaux de bord, des rapports personnalisés, des rapports enregistrés. Donc, c'est vraiment quelque chose de très simple. Ici, la console d'administration, c'est pour créer votre compte. Donc, créer votre compte, définir des paramètres par rapport à votre compte Google Analytics. Donc, ici, vous avez tous les raccourcis ici à gauche, tout simplement. Chose importante pour commencer, aujourd'hui, la formation qu'on va faire, on va utiliser Google Analytics en français. Comment on change la langue en fait dans le compte Google Analytics pour avoir toutes les informations, soit en anglais, soit en français. En fait, c'est intimement lié à votre compte Google. Donc, si vous voulez l'avoir en français ou en anglais, tout simplement, il faut aller dans les paramètres de votre compte Google et ici, au niveau de la langue, choisir quelle langue vous souhaitez utiliser. Donc, aujourd'hui, on va être en français, mais je ferai un lien avec aussi certains termes très utilisés qui sont en anglais. Donc, commençons tout de suite. Comment créons-nous un compte Google Analytics? Alors, si vous voulez créer un compte Google Analytics, vous n'en avez jamais eu. Ce qu'on va aller chercher tout simplement sur Google, on va aller chercher Google Analytics et vous allez avoir la page principale de Google Analytics. Maintenant, en fait, directement, Google a appelé Marketing Platform l'ensemble de ces outils, dont Google Analytics, dont Google Tag Manager, et vous allez pouvoir ici commencer gratuitement. Quand vous vous connectez, quand vous cliquez pour la première fois, vous allez arriver ici, sur cet écran-là, et on va vous demander de créer un compte en nommant pour la première fois votre compte Google Analytics. Donc, on va l'appeler aujourd'hui CQCD Test Compte, et vous allez le valider ici. Là, on va vous demander qu'est-ce que vous souhaitez mesurer. Dans un cas simple de commerce de détail, vous avez un site internet, vous n'avez pas une application mobile sur l'App Store et vous allez choisir une propriété web. On va l'appeler propriété web CQCD e-commerce. Vous allez rentrer l'URL de votre site. Ce n'est pas très grave si cette URL est amenée à changer après. Et vous allez définir une industrie. On verra après pourquoi c'est important d'en ajouter. Très important aussi, le fuseau horaire, ça va vous permettre d'avoir les rapports basés sur l'horaire local par rapport à votre entreprise qui peut, dans un commerce local, être très important. Donc, une fois qu'on crée votre compte Google Analytics, ici, la première chose qui apparaît, c'est votre identifiant de suivi. Donc, cet identifiant est unique par rapport à votre propriété web et c'est celui-ci qui va en fait être utilisé pour implanter Google Analytics de différentes manières. On a deux méthodes d'implanter Google Analytics. Il y a une méthode classique qui a toujours existé, qui est assez simple. C'est en fait d'installer le tag que vous voyez ici directement sur toutes les pages de votre site. Donc, tout simplement, Google Analytics, comment ça marche? C'est un code en JavaScript qui va faire en sorte de stocker de l'information dans les témoins de connexion d'un navigateur et envoyer l'information directement à Google Analytics. On a deux manières de le faire. Soit ce code-là, vous le copiez en haut de votre site sur toutes les pages. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir utiliser ces données-là via Google Analytics du début à la fin. Donc, vous collectez les données avec cet identifiant, ce code-là. Vous allez sauvegarder toutes les données dans Google Analytics, dans votre propriété et votre vue qu'on va voir. Et on va visualiser les données là-dedans. Aujourd'hui, on a aussi une méthode que je vais appeler agile, dans un sens où ça va vous permettre d'aller plus loin. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise intégration. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que avoir une intégration avec Google Tag Manager va vous permettre d'aller plus loin après. Donc, si votre entreprise, votre commerce de détail
va aller faire de la publicité sur Facebook, par exemple, vous allez pouvoir ajouter directement dans un conteneur de tags, dans un conteneur de balises, un gestionnaire de balises qu'on appelle Google Tag Manager, différents éléments, différents tags. Donc, sous Google Tag Manager, on va implanter Google Analytics et après, on va être capable d'analyser ces données. Et aujourd'hui, on visualise aussi les données via d'autres outils comme Google Data Studio, qui est un outil gratuit. Pourquoi choisir une méthode plus qu'une autre? Il faut se poser quelques questions. Par exemple, si vous souhaitez uniquement implanter un tag Google Analytics, visualiser vos données e-commerce sur Google Analytics et que vous avez un outil, par exemple, comme Wix ou Squarespace, dans lequel tout va être intégré de manière native facilement, peut-être que Google Analytics est plus simple pour vous, juste cette intégration-là. Si vous avez, par exemple, un e-commerce web qui vous recommande d'utiliser Tag Manager ou que vous allez vouloir mesurer des événements, des conversions spécifiques à des actions. Donc, ça ne sera pas uniquement des pages visitées, mais ce sera des clics sur des boutons dans ce cas-là. C'est peut-être plus intéressant pour aller plus loin de faire toute une intégration sur Google Tag Manager. Ce que je vous propose, c'est que dans les questions, si certaines personnes le posent, ce qu'on pourra voir à la fin de cette formation, c'est comment on intègre Google Analytics dans Google Tag Manager. Ça prend 5 minutes à peu près et je pourrais vous le montrer à la fin de cette formation. Une fois que vous avez installé et vous avez envoyé soit la documentation à la personne qui gère votre site web, c'est important de vérifier que votre intégration fonctionne. Pour cela, vous avez plusieurs manières de le faire. Soit directement ici, vous allez avoir en fait dans votre console d'administration, quand vous allez sur votre propriété installée, sur le code de suivi, vous allez pouvoir avoir la section état. Donc, ça va pouvoir vous dire si votre code est bien implanté et la propriété a reçu au moins une donnée dans les 48 dernières heures. Donc, on regarde si on regarde la version exemple de démonstration, on va voir que le code est bien implanté, il fonctionne. Un des autres points, c'est que souvent, quand on va avoir des outils comme Google, comme Shopify, il est possible qu'on ait deux intégrations. Donc, il faut éviter d'avoir deux fois le code Google Analytics implanté. Pour cela, ce que je vous recommande, c'est d'installer en fait cette extension Google Tag Assistant qui vous permet de vérifier qu'une implantation est bien faite. Donc, par exemple, si on va sur le site de la CQCD, on clique sur l'extension, on appuie sur Enable, on rafraîchit la page, on va pouvoir voir si notre tag est bien installé. Ici, le tag est bien installé, il est de couleur bleue et on peut voir qu'il est normal. Dans un cas où votre code serait mal installé, vous verriez en fait une alerte en rouge et ça vous dirait qu'il y a une erreur sur votre intégration. Et dans ce cas-là, il faudrait faire vérifier à la personne qui est en charge de l'implantation ou vous-même pourquoi l'erreur existe. Une fois qu'on a installé le compte Google Analytics, c'est important de comprendre comment on va le structurer. Vous avez 3 niveaux en fait dans un compte Google Analytics. Vous avez le compte en lui-même, la propriété et la vue. Généralement, une propriété va être un site web, le compte va être le nom de l'entreprise. Une entreprise peut avoir plusieurs sites web qui ne sont pas reliés dans un sens où c'est différents utilisateurs qui visitent ces sites-là. Et à l'intérieur d'une propriété, on va créer plusieurs vues. Donc, il faut juste noter un point qui est que si on a plusieurs sites Internet qui ne sont pas reliés, ce n'est pas la même clientèle. Chaque propriété va avoir son propre code de suivi et sa propre implantation. Et les sessions ne seront pas reliées ensemble. À l'intérieur de la propriété, comme j'ai dit, on a plusieurs vues. Donc, ça va nous permettre de visualiser des données d'une certaine manière qu'on souhaite, donc par des filtres, par différents aspects. Quand on va regarder un compte, Google nous fournit des exemples d'une meilleure intégration. Vous avez des entreprises qui vont par exemple avoir un blog. Moi, ce que je recommande, si vous avez un blog et que vos utilisateurs de votre site principal vers votre blog transitent, c'est d'utiliser la même propriété pour votre blog et votre site Internet. Et plutôt que de créer une autre propriété, créer une vue supplémentaire, additionnelle, dans laquelle vous avez uniquement le trafic de votre blog qui est installé. Donc, on va retrouver
généralement 3 vues sur un compte Google Analytics. J'ai vu des clients qui avaient beaucoup de vues, mais généralement, on utilise toujours une vue pour voir son trafic. Cette vue générale qu'on utilise souvent, c'est ce qu'on va appeler et qu'on va retrouver une vue primaire, dite master, dans laquelle vous allez tous les jours visiter. Puis dans cette vue-là, on va filtrer vos données internes, c'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent et collaborent avec vous, qui vont avoir un comportement de visite sur votre site qui est anormal, donc c'est-à-dire visiter 5 fois par jour votre site web, vous ne voulez pas que ces personnes-là soient intégrées dans cette vue-là, vous voulez les exclure de manière à ce que votre trafic soit bien représentatif. On va aussi trouver une vue raw, une vue brute, backup qu'on dit. C'est une vue dans laquelle on ne va rien filtrer, on ne va ajouter aucun filtre. On veut juste préserver les données à un endroit unique. La vue test, c'est un entre-deux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tester des choses avant de les intégrer dans la vue master. Si vous voulez tester un nouveau filtre, par exemple pour une vue blog, on veut filtrer que le sous-domaine du blog ou un dossier sur le site web pour avoir cette vue-là. On va peut-être le tester sur la vue test avant de l'implanter sur une nouvelle vue qu'on va créer. Au niveau des filtres, donc, vous avez de la documentation ici. Pour une vue primaire, comment exclure son trafic provenant de vos adresses IP? Très simplement, vous vous connectez sur le compte que vous avez créé sur votre vue. Et au niveau des filtres ici, vous allez ajouter un filtre. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est exclure notre adresse IP. Et on va directement ici, trafic provenant des adresses IP, et ajouter votre adresse IP qui est ici. Tout ça, on va vous le donner dans la boîte à outils ici, avec différentes informations sur vos filtres principaux à créer. Cyril, est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi on voudrait enlever l'adresse IP, son adresse IP ou l'adresse IP de notre entreprise? Généralement, quand on travaille sur son propre site, on va avoir vraiment un comportement de visite très soutenu. Ce qui va, quand on est rendu à peu près à 50 à 200 visiteurs uniques par jour, si on visite beaucoup son propre site web et qu'on a des partenaires d'agences ou de collaborateurs qui travaillent dessus, ça va nous créer peu d'utilisateurs, mais beaucoup de sessions. Donc, ça va vraiment augmenter votre trafic virtuellement et vous n'allez pas pouvoir comprendre et analyser votre site de la bonne manière de façon à ce que vous preniez de bonnes décisions. Donc, c'est pour éviter que le comportement des propriétaires d'un site Internet ou des collaborateurs d'un site Internet vienne influencer sur le vrai trafic de nos clients. Merci. Quand on veut mesurer donc des actions pour votre entreprise, on va créer des conversions. Donc, on fait une deuxième partie de ce webinaire parce qu'aujourd'hui, on veut vraiment regarder les rapports prédéfinis dans Google Analytics, comment ces rapports-là peuvent être utilisés pour votre entreprise. On va en parler plus en détail sur l'installation des conversions micro et macro vendredi matin. Vous avez, par exemple, une inscription à votre infolettre, un formulaire de contact, un achat, tout ça, c'est des conversions que vous pouvez mesurer et on a une manière aussi de les ajouter. Maintenant, passons au point principal du webinaire aujourd'hui, c'est comment on va analyser notre trafic sur Google Analytics. Donc, on va rentrer ensemble sur différents rapports prédéfinis de Google Analytics. Donc, je vais aller sur la version démonstration que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous pouvez aussi ajouter à votre compte Google pour observer tout ça. Puis, on va commencer sur les différents rapports prédéfinis. Google Analytics en contient plus d'une centaine. On va regarder les principaux et on va essayer de voir ensemble lequel de ces rapports peut vous aider à prendre des décisions pour votre commerce de détail. Donc, commençons par les rapports en temps réel. Donc, ça vous aide à surveiller l'activité qui se produit sur votre site Internet. Donc, si on commence à regarder le rapport de synthèse en temps réel, vous allez vraiment avoir l'ensemble, en fait, des différents éléments que composent les rapports en temps réel. Donc, en ce moment, c'est assez intéressant à regarder. Vous avez 55 utilisateurs actifs sur votre site. Vous pouvez voir que la moitié, 51%, est connecté via un ordinateur, l'autre moitié avec un mobile.
J'aime cette vue parce qu'elle vous donne vraiment une dimension humaine aux données. C'est comme un peu constater l'achalandage dans votre commerce de détail, mais ça se passe sur votre site et en temps réel. On va vraiment regarder ce rapport de différentes manières. Un contexte qui pourrait être utile dans un commerce de détail, c'est par exemple, vous faites un changement sur votre site Internet où vous avez une journée de promotion spéciale dans laquelle vous avez fait une grande annonce, vous avez envoyé un email à tous vos abonnés à un moment précis. On va utiliser ce rapport pour vérifier que cet achalandage massif en une journée se comporte bien à un instant donné. Et vous allez pouvoir voir aussi les visiteurs qui proviennent de vos médias sociaux ici, si c'est quelque chose que vous avez fait via vos médias sociaux. Cela étant dit, ces rapports de temps réel sont intéressants, mais la plupart quand on va prendre des décisions d'affaires, on va optimiser son site Internet ou prendre des décisions pour augmenter vos ventes, on va surtout aller regarder des données historiques. Donc, c'est une agrégation de toutes les données qui se passent sur votre Google Analytics sur une certaine période, qui n'est pas en temps réel, qui est jusqu'à quelques minutes, dans lequel vous allez prendre des décisions. Ce qu'on va regarder ensemble, donc on va passer au point suivant qui est les rapports d'audience. C'est peut-être les rapports les plus importants pour un commerce de détail, et ce, de plusieurs manières. On va commencer par les rapports par centre d'intérêt. Alors, c'est assez très haut niveau comme données, donc il ne faut pas vraiment s'inquiéter si c'est éloigné de votre industrie, de votre commerce. Par contre, ces données elles peuvent être intéressantes pour vous donner des idées de produits reliés à ces intérêts. Donc, vous êtes un commerce de détail, vous vendez à une certaine cible, vous connaissez vos clients cibles. Et là, vous allez pouvoir voir aussi les visiteurs de votre site web, quels sont les intérêts. Donc, ça peut vous donner des idées pour faire un partenariat avec une autre industrie ou encore des idées pour vos ciblages publicitaires. Donc, comme je viens de le dire, une des clés de succès d'un commerce de détail, c'est de comprendre vraiment qui est votre client cible. Et pour ça, les données démographiques sont très importantes. Comme on peut le voir sur ce tableau, donc on est sur une période des 7 derniers jours. On peut voir que 40% des utilisateurs qui ont visité votre site ces 7 derniers jours, sont âgés entre 25 et 34 ans et sont masculins. Donc ça, on peut voir que ça représente le gros du volume sur votre site Internet et peut-être que ça va vous donner et vous aiguiller à personnaliser un type de contenu dans vos publications pour avoir un produit ou un message uniquement dédié à cette cible-là qui est la plus importante sur votre site Internet. On a aussi quelque chose qui est propre à notre réalité au Québec et au Canada, c'est le bilinguisme et le fait d'avoir 2 langues officielles. Donc, souvent, on va se poser la question, est-ce que mon site devrait être unilingue français dans les 2 langues? C'est un enjeu pour beaucoup de commerçants, d'autant plus si vous vendez en ligne. Et le rapport ici de données démographiques par langue va vous permettre de voir vos visiteurs, vos utilisateurs, dans quelle langue leur navigateur est configuré. Donc, ça vous donne vraiment de l'information là-dessus. Donc, vous pouvez voir ici, si vous voyez que, donc là, c'est vraiment une démo de Google Analytics. Donc, il faut prendre en compte que c'est un site qui est aux États-Unis, qui est assez mondial dans ses visiteurs. Mais par rapport à votre réalité, vous allez pouvoir voir, est-ce qu'il y a beaucoup de visiteurs, par exemple, si votre site est uniquement en français, beaucoup de visiteurs qui utilisent leur navigateur en anglais. Et est-ce que ces utilisateurs-là, qui sont en anglais, convertissent, effectuent des transactions si votre site est e-commerce. Si vous voyez que vous avez 30% de vos ventes qui est fait sur des utilisateurs dits anglophones, dans un sens où leur navigateur est en anglais, attention, il y a aussi beaucoup de francophones qui utilisent leur navigateur en anglais, mais ça vous donne vraiment un aperçu sur le fait que peut-être votre site devrait être aussi traduit en anglais pour cibler ces personnes-là et voir si ça aide, en tout cas, à vos ventes. Une autre des réalités des commerces de détail, c'est vraiment comprendre
localement, qu'est-ce qui se passe sur les visiteurs de votre site Internet. Pour ça, on va utiliser dans les données démographiques la zone géographique. Et ça va vous aider vraiment à comprendre la portée de vos visiteurs. Donc, dans quelle ville vos utilisateurs viennent sur votre site. Là, on a le rapport par pays. Si on clique sur ville, on va pouvoir voir dans quelle ville vos visiteurs proviennent. Et là, ça peut être très intéressant pour un commerce de détail, si vous avez des points de vente en physique, de voir que vous faites des ventes ou vous avez une bonne activité sur votre site web, si vous êtes pays commerce, qui provient d'une ville en particulier. Donc ça peut aussi vous guider à savoir est-ce que ça vaut la peine d'investir et d'ouvrir une autre succursale dans cette ville-là en particulier. Donc, vous allez aussi, cette information-là peut aussi vous aider, si vous avez des campagnes marketing, à définir des villes sur lesquelles vous allez investir du média. Donc, si on regarde maintenant d'autres rapports, dont les rapports par comportement, on va voir ce qu'on appelle les visiteurs nouveaux sur connus. Donc, en anglais, c'est Returning Visitor, vous allez avoir ici. Et là, c'est intéressant parce que si le service ou le produit que vous vendez n'est pas une vente unique, vous allez vouloir augmenter votre pourcentage de personnes qui reviennent sur votre site Internet pour avoir des visiteurs récurrents et, si possible, des ventes récurrentes. Donc, ce qu'on va analyser, ce qu'on va regarder dans un compte Analytics, c'est comment on peut faire augmenter ce pourcentage-là. Et on va essayer de l'évaluer dans le temps, le comparer. Sur une vue Google Analytics, vous avez plusieurs éléments dans une page, dont celui des dates. Et vous pouvez comparer une date à une période autre. Donc, par exemple, ici, on voit que sur les 7 derniers jours, 25% environ des visiteurs sur le site web étaient déjà venus auparavant. Donc, qu'est-ce qu'un visiteur qui revient sur votre site? C'est un visiteur, une personne qui est déjà venue sur votre site Internet ces 2 dernières années, par défaut. Donc, vous allez pouvoir comparer cette donnée-là avec une période de temps différente. Et ça va vous donner, par exemple, une année précédente et voir si vos efforts de emailing, les différentes actions que vous avez faites font augmenter ce pourcentage-là. Donc, ce qu'on peut voir ici, on est passé de 21 à 25% du 3 août au 9 août 2020 à l'année précédente sur cette même période. Je recommande aussi de prendre des périodes un peu plus longues. 7 jours, c'est court. On pourrait comparer une période de 30 jours à une autre période. Cyril, si je peux me permettre une raison pour laquelle on voudrait contrôler jusqu'à un certain point le trafic. Bien, en fait, il faut, là où je voulais aller, c'est il faut faire attention. Si on a, par exemple, un envoi de courriel massif, probablement que dans une période donnée, comme tu viens de dire, le taux de visiteurs du passé, donc les recurring visitors, devrait être plus élevé. C'est des gens qui sont déjà venus sur votre site. En contrepartie, si vous faites des campagnes d'acquisition, si vous avez du Google AdWords, si vous faites des investissements publicitaires sur Facebook ou d'autres médias sociaux, par exemple, et vous êtes en prospection, il y a de fortes chances que le taux de nouveaux visiteurs augmente. Donc, il faut toujours garder à l'esprit un petit peu ces différents paramètres-là qui vont vous permettre justement de comprendre l'impact de vos différentes initiatives, de vos différentes stratégies marketing et d'analyser aussi par la suite la qualité du trafic. Mais la première étape, comme on le voit ici, c'est est-ce que de façon générale, j'ai un trafic qui revient régulièrement? Et comme on le sait, dépendamment du type de commerce que vous représentez, mais comme on le sait, habituellement, il coûte beaucoup moins cher de reconvertir des clients existants à un nouvel achat qu'à procéder à de l'acquisition de nouveaux clients. Donc, c'est d'ajuster en conséquence votre stratégie marketing numérique, puis vous serez en mesure de le faire en comprenant bien les audiences et le comportement sur le site. Parfait. Vous voyez toujours, Sylvain, tu me confirmes, hein, mon partage d'écran fonctionne toujours? Absolument.
J'ai un message d'alerte, mais j'imagine que ça fonctionne. Vous avez aussi des rapports technologie. Là, ça va vous permettre de voir comment les visiteurs sur votre site web se comportent en fonction de la technologie qu'ils utilisent. Euh, il y a un point important, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, on est rendu avec un nouveau téléphone à chaque année, beaucoup de navigateurs. Donc, c'est très difficile quand on a un site web de s'assurer qu'il fonctionne vraiment sur toutes les plateformes, tous les navigateurs. Et une des manières simples et peu coûteuses de vérifier que vous n'avez pas un navigateur qui ne fonctionne pas, c'est d'analyser un indicateur et de le comparer aux autres. Pour cela, Google Analytics vous permet de visualiser les informations de différentes manières. Vous avez une grille, vous avez un pie chart et vous avez aussi ici, en fait, une comparaison par bâton qui vous permet de comparer la moyenne avec un navigateur. Puis ici, on va définir un métrique. Souvent, pour comparer une qualité de visite à même votre site web, on peut regarder ce qu'on appelle le taux de rebond, qui est un indicateur qui permet de voir des visites qui rebondissent versus des visites qui restent plus longtemps, qui vont au-delà d'une page et dans lequel les utilisateurs ont une meilleure qualité de trafic, vont plus loin à l'intérieur de votre site. Quand on regarde et qu'on compare en fait un taux de rebond, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que il y a peut-être quelque chose qui se passe en ce moment sur Safari avec votre site internet parce que votre taux de rebond est beaucoup plus important que la moyenne de votre site. Donc, il y aurait peut-être quelque chose à faire, tout simplement d'aller utiliser votre téléphone et d'aller sur Safari plutôt que Chrome, par exemple, et vérifier votre site, est-ce qu'il fonctionne bien là-dessus. On a également les rapports par catégorie d'appareils. Aujourd'hui, c'est devenu essentiel de s'assurer que notre site Internet fonctionne et convertit sur mobile. Et donc, ici, vous pouvez voir à peu près le breakdown de ce site-là. Donc, c'est très… ici, vous avez par exemple 30% des visiteurs, des utilisateurs qui ont visité votre site web qui proviennent du mobile sur l'ensemble de votre trafic. Et vous pouvez voir également que pour 28%, ça a généré 49% des transactions. Donc, c'est votre taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de transactions, le nombre de conversions par rapport au nombre de sessions est beaucoup plus important. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est peut-être faire davantage de médias sur mobile parce que vous savez que vous convertissez mieux. Enfin, il y a un dernier rapport qui est assez sous-utilisé, mais que je trouve très intéressant dans le cadre d'un commerce de détail, c'est ce qu'on va appeler l'analyse comparative. Et ça, c'est pas mal parce que ça vous permet de comparer votre site Internet au benchmark de l'industrie. Donc, comment vos compétiteurs, comment leur Google Analytics se comporte. Et donc, ça vous permet de vous situer, de comprendre un peu c'est quoi le volume moyen de leur session, comment ils obtiennent du trafic, par quel canal et par rapport à vos compétiteurs. Donc, pour visualiser ce tableau-là, on va prendre une période d'à peu près 30 jours, on va dire, et on va sélectionner votre secteur d'activité. On va sélectionner un pays, une région. Donc, si vous êtes pan-canadien, on va par exemple sélectionner l'ensemble de la région ici, et vous allez sélectionner quelle est la taille de vos sessions quotidiennes. Donc, vous regardez un petit peu ce graphique, et vous voyez qu'en moyenne, vous avez 136 sessions, 150. Donc, on est sur le 100 à 500 sessions par jour. Et donc là, vous allez pouvoir comparer vos compétiteurs par quels canaux d'acquisition ils récupèrent du trafic. Et ça vous donne vraiment une idée de, OK, par exemple, ici, on voit qu'on a eu uniquement 8 sessions qui proviennent du référencement payant sur ce site-là. Mais vos compétiteurs, en moyenne, sur une période de 30 jours, en ont à peu près 1000. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à faire de votre côté, à venir dire, mes compétiteurs investissent dans le référencement payant, je ne le fais pas. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Ça peut vous permettre un petit peu de voir où c'est que vous devriez investir du temps. Également, le organic search, donc ça va être tout ce qui est votre SEO, donc votre référencement organique. Vous allez pouvoir vous comparer un petit peu. Et là, on voit qu'il y a peut-être un travail à faire
davantage sur votre SEO. Donc, c'est très haut niveau, mais ça vous permet de voir quels canaux, par défaut donnés par Google, vous sous-investissez ou surinvestissez par rapport à vos compétiteurs dans le marché. Maintenant, j'aimerais qu'on passe au rapport suivant, qui est le rapport d'acquisition. Donc, souvent, quand on va faire de l'acquisition sur votre site Internet, vous essayez de comprendre d'où c'est que vos compétiteurs, d'où c'est que vos visiteurs proviennent. Donc, en allant sur le rapport ici d'acquisition, on va avoir une vue d'ensemble. Ça vous donne les canaux qu'on comparait juste à l'instant avec vos compétiteurs sur quel est le poids de ce trafic-là. Donc, on voit qu'on a 41%, 42%, près de la moitié de vos visiteurs qui proviennent du SEO, donc du référencement organique. Donc là, c'est votre plus grand canal d'acquisition. Donc, il va falloir s'assurer que celui-ci fonctionne bien, le comparer sur différentes périodes et le mesurer dans le temps. Ce qu'on cherche à faire quand on débute sur Google Analytics, c'est de comparer tous les différents canaux et voir lequel de ces canaux-là génère le plus de transactions. Donc, si vous êtes e-commerce, vous allez pouvoir voir quel canal génère le plus de transactions. Et si vous n'êtes pas en e-commerce, par rapport aux objectifs de conversion que vous aurez définis, vous allez être capable de regarder quel canal, par exemple, génère le plus d'engagement. Donc, c'est vraiment pour comprendre un petit peu quel canal génère le plus d'actions et ça vous donne vraiment un bon aperçu. Donc ici, vous avez 3 colonnes, acquisition, comportement, conversion. Donc ici, acquisition, on va comprendre quel canal génère le plus de volume de visiteurs, quel canal génère la meilleure qualité de trafic en regardant le taux de rebond et en regardant les conversions ou les transactions, quel canal génère le plus de ventes sur votre Google Analytics. Globalement, par rapport au rapport d'acquisition, le rapport qui est le plus utilisé, vraiment, c'est le rapport source-support. Support, c'est en français. En anglais, c'est source-medium. Et ici, ça vous donne vraiment un aperçu de votre trafic. Si on prend 100% de tous les utilisateurs ou 100% de toutes les sessions qui ont été visitées sur votre site, quelle est la source et quel est le médium, le support par lequel vos utilisateurs sont venus. Alors, qu'est-ce qu'une source et qu'est-ce qu'un médium ou un support en français? Faisons ça simple. Une source, c'est où? C'est d'où c'est que cette personne-là provient. Et le support ou le médium, c'est comment, par quel moyen le trafic est rentré. Google, par défaut, va vous ajouter les deux, source et support additionnés, en fait. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir d'une même source, comme Google, par exemple, plusieurs médiums, plusieurs supports. Donc, Google, vous allez pouvoir avoir votre trafic SEO, votre trafic organique qui est ici, mais vous allez aussi pouvoir avoir votre trafic payant. Donc, on aurait écrit CPC, je ne sais pas ici s'ils en ont, mais vous verriez ici, par exemple, voilà, CPC pour cost per click, vous auriez votre trafic payant qui provient de Google versus votre trafic organique. Vous avez également ce qu'on appelle les trafics référents. Donc, qu'est-ce qu'un trafic référent, referral? Tout simplement, ça veut dire que c'est un lien entrant qui est situé sur un autre site Internet qui pointe vers votre site à vous. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut aller rentrer à l'intérieur pour avoir plus d'informations par rapport à soit vos campagnes d'acquisition, soit différents liens de référence. On va cliquer ici à gauche sur les sites référents. Donc, c'est tous les sites externes qui pointent vers votre site Internet. Quand on démarre une entreprise, qu'on a peu de budget média, on va vouloir augmenter notre trafic référent. Donc, se faire référencer sur, par exemple, le site du CQCD, d'autres sites Internet pour générer du trafic sur notre site de manière gratuite.
Dans cette situation-là, ce qu'on peut voir, c'est toutes les sources différentes, donc tous les sites Internet qui ont généré du trafic sur notre propre site. Et on peut aussi également cliquer à l'intérieur d'une source. Ça vous permet de voir c'était quoi, quelle page de ce site en particulier avait un lien qui pointait vers votre site. Et si vous voyez par exemple un article de blog sur un site externe qui génère beaucoup de trafic sur votre site, vous allez vouloir l'ouvrir et regarder quel est le contenu. Et peut-être ça va vous donner des idées pour créer du contenu sur vos médias sociaux. Vous avez également tous les différents aspects qui sont donc vos campagnes d'acquisition. On ne rentrera pas en détail aujourd'hui, on veut vraiment voir un aperçu de Google Analytics, mais que ce soit la manière dont vous gérez votre SEO, quels mots-clés, quels keywords génèrent des visites sur votre site web. Pour vos médias sociaux, quelle plateforme génère des visites sur votre site, les comparer. Et quand vous faites des campagnes avec des UTM, quelque chose qu'on parlera vendredi ensemble, quelles sont ces campagnes-là, de quelles sources elles proviennent également. Cyril, j'ai une question que j'aimerais que si tu reviens dans l'acquisition à la vue d'ensemble, s'il te plaît. Je sais que c'est une question complexe, mais c'est quoi la différence entre, là, on voit la première source de trafic qu'on a, c'est l'organique, donc c'est les recherches dans Google. La deuxième, c'est direct. Donc, est-ce que c'est la même chose? Comment on peut différencier le trafic organique du trafic direct? Très bonne question. Écoutez, la différence majeure qu'il faut comprendre, le organic search, donc le trafic organique, ce sont des liens, par exemple, quand on cherche le CQCD, ce sont des liens qui sont cliqués de manière organique dans un moteur de recherche, comme celui de Google. Le trafic direct, ça serait en fait d'avoir directement rentré le lien dans votre navigateur. Alors, j'ai plus l'URL, je pense que c'est .org, c'est ça. Et en cliquant directement ou souvent quand on a déjà visité un site internet, on va avoir par défaut l'URL qui va s'afficher quand on va commencer à taper le site internet. Donc ça va être considéré comme du trafic direct. Également, des liens qui seraient contenus dans des PDF ou partagés à certains endroits qui seraient, en cliquant dessus, considérés comme du trafic direct. Donc, trafic organique, c'est un clic sur un résultat organique d'un moteur de recherche. Du trafic direct, c'est majoritairement la barre de recherche en direct ou un lien sur un PDF qui n'est pas traqué et qui ne contient pas d'UTM ou une plateforme externe. Est-ce que ça répond à ta question, Sylvain? Absolument, merci. Ben, je sais que, puis je crois qu'on pourra peut-être le voir vendredi, je sais qu'il est possible de configurer l'aspect direct pour s'assurer que le trafic, les données qu'on y voit sont des données qui sont réellement du trafic direct, mais oui, ça répond en grande partie à la question que j'avais. Une chose qu'on peut noter aussi, est-ce que puis la colonne comportement, je pense que c'est des données qui sont fortement intéressantes de comparer le trafic, oui, le volume de trafic d'un canal, mais aussi à quel point les gens qui proviennent d'un canal vont demeurer sur le site. C'est toujours important de s'assurer que le taux de rebond ne soit pas trop élevé. Si le taux de rebond est élevé, d'essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a un problème sur la page ou est-ce que c'est une page qui est une page de finalité en soi. Si par exemple on arrive sur une page produit puis que les gens soit achètent ou quittent, ou un article par exemple, il serait normal que les gens quittent après l'avoir lu, mais c'est quand même très important de garder à l'esprit le volume de trafic, mais toujours de le mettre en parallèle avec le comportement une fois que les gens sont arrivés sur notre site. C'est un peu l'équivalent. Encore une fois, si on fait la comparaison avec un trafic, avec une boutique, avec pignon sur rue, c'est comme si le taux de rebond, c'est un peu comme si les gens ouvraient la porte et la refermaient avant d'entrer. Ce qu'on veut, c'est que les gens arrivent sur le site et ils demeurent un certain temps pour qu'ils découvrent nos produits, qu'ils découvrent ce qu'on a à leur offrir, qui on est comme marque. Donc, c'est important de bien surveiller ces données-là. Parfait. Puis c'est une très bonne introduction pour en fait les rapports suivants qui sont les rapports de comportement. Ces rapports-là vont vous donner en fait des informations sur comment vos visiteurs interagissent avec votre site
et ça va vous guider dans peut-être quelle technologie changer sur votre site, quelle page fonctionne le mieux. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, quand on ouvre en fait l'onglet de comportement ici, similaire aux autres rapports, vous avez une vue d'ensemble en fait de globalement toutes les pages qui sont vues sur votre site internet, le temps moyen passé, le taux de rebond. Ce que vous allez voir, et ce qui est très intéressant là-dessus, c'est la section contenu du site. Pourquoi? Parce que quand on démarre un site internet, on veut savoir quel contenu fonctionne le mieux sur votre site internet et quel contenu fonctionne le moins bien. Vous avez plusieurs choses. On va regarder toutes les pages, pages de destination et pages de sortie. Donc, si on regarde toutes les pages, on va avoir en fait le volume de pages visitées sur l'ensemble de toutes les pages de votre site internet. Et ça vous aide en fait à comprendre quel est le temps moyen passé sur chacune des pages là au global. Et donc, il faut juger maintenant, est-ce que ce temps qui est long est un aspect positif ou négatif? Alors, il y a plusieurs aspects. Si, par exemple, une des pages de votre site internet est un blog, un post de blog, avoir un temps moyen passé sur cette page-là long, c'est bon signe. Ça veut dire que votre contenu engage, la personne le lit, fait une autre action après sur votre site, peut-être. Donc, il y a vraiment un aspect de comprendre le contenu qui fonctionne le mieux, les pages qui fonctionnent le mieux pour vous guider dans vos futurs choix de différentes pages que vous allez créer. À l'inverse, si par exemple ici, dans ce cas-là, on a le panier d'achat, si ce sont des pages qui font partie du processus d'achat à la fin, dans l'e-commerce, ça peut être un mauvais signe. Ça veut dire que votre processus est trop long, vous demandez trop d'informations à l'utilisateur pour compléter sa commande. Et donc là, peut-être que c'est un signe à regarder et qu'il faut faire quelque chose sur ces pages-là. Donc ça, c'est pour une analyse globale de toutes les pages. Et maintenant, on va distinguer deux types de pages. Donc, on a les pages de destination, les landing pages. Ce sont des pages d'arrivée. C'est votre trafic qui rentre sur ces pages-là. Puis après, on va regarder les pages de sortie où c'est que vous perdez votre trafic, où c'est que les personnes quittent. Quand on regarde ces pages-là, les landing pages, ce que vous voulez, c'est les pages qui génèrent le plus de visites entrantes. Donc, on va voir que 36% de nos trafics arrivent sur la home page ici, sur la page principale. Et ce qui est très important quand on gère un site internet, c'est de s'assurer que les pages entrantes génèrent la meilleure qualité de visite, la visite la plus longue, et comprendre pourquoi. Parce que votre objectif final, c'est de faire en sorte que tous vos visiteurs sur votre site internet passent une expérience la plus longue possible dans un but de se rendre à l'action finale que vous souhaitez qu'ils effectuent. Et donc, comprendre vos pages d'arrivée qui fonctionnent le mieux, ça peut vous donner des indices sur comment optimiser d'autres pages. Et pour ça, vous pouvez visualiser directement ici la durée moyenne et le taux de rebond de chacune des pages-là. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez aussi le visualiser d'une manière un peu plus graphique en regardant directement le taux de rebond et le comparer à la moyenne. Donc, vous voyez que cette page-là, des pages de peut-être catégorie produit, fonctionnent mieux que d'autres. Peut-être que vous avez une bannière tout en haut, des différents éléments graphiques. Donc, comprendre les pages d'arrivée qui ont la meilleure qualité de trafic vous permet après d'implanter les différences que ces pages contiennent sur vos autres pages du site web. À l'inverse, les pages de sortie, là, vous allez voir où c'est que vous perdez votre trafic, où c'est que les personnes quittent. Et ce que vous voulez, c'est éviter que les personnes quittent. Donc, si vous avez une page qui a beaucoup de sorties, donc par exemple, ici, on est dans un e-commerce, peut-être que la manière dont ce produit-là est présenté, ça correspond très peu à vos visiteurs. Donc, on va peut-être changer cette page-là. Donc, ça fait à peu près le tour des différents rapports, en fait, pour faire une analyse de comment on démarre en Google Analytics, comment on analyse brièvement son trafic. Cyril, comme on sait qu'il y a des sites Internet qui ont énormément de pages, où on peut avoir des pages qui ont beaucoup de trafic, mais d'autres qui en ont très, très peu, mais qui sont intéressantes quand même, est-ce qu'il est possible de faire une recherche sur une page en spécifique et voir le comportement de cette page-là? Oui, en fait, comme tous les autres rapports, quand vous êtes ici sur
sur ce rapport-là, vous pouvez cliquer pour isoler en fait, l'information d'une page en spécifique. Et vous allez avoir un détail en fait, directement de cette page-là. Avec donc, par exemple, ici, on a le nombre de sorties, le nombre de pages vues et le pourcentage. Si c'est une page, par exemple, sur laquelle on fait du média, on veut s'assurer que le nombre de sorties soit le plus bas possible. Donc, on le mesure dans le temps. Ici, vous avez le sortie en pourcentage et vous pouvez vérifier comment cette page se comporte dans le temps. Également, on ne rentrera pas en détail aujourd'hui, mais vous pouvez personnaliser ou sauvegarder ces rapports-là. Donc, si ce rapport-là est vraiment pertinent pour votre entreprise et vous voulez avoir un accès direct, vous allez pouvoir l'enregistrer ici et il va se retrouver en fait directement dans vos rapports enregistrés qui est ici. Et donc là, on va pouvoir s'assurer d'avoir un accès direct à ces pages-là qui sont cruciales pour vous. Il y a un dernier aspect qui est tous les rapports en fait, qui sont dédiés à vos conversions. Donc ça, on fera le tour vendredi, puisque vendredi, on va regarder ensemble, quand vous avez des pages e-commerce, comment voir où c'est que vous générez des ventes, quel est le flux des différentes pages et comment vous pouvez optimiser votre site Internet pour que vous générez à la fin plus de ventes. Maintenant, on va juste parler de quelques fonctionnalités qui sont liées intimement à Google Analytics et qui sont très largement utilisées. Donc, quand vous faites Google Analytics, c'est un outil d'analyse, de regarder un petit peu comment votre trafic se comporte sur votre site Internet afin de prendre des décisions d'affaires ou d'optimisation de votre site Internet. C'est également un outil qui est lié avec la plateforme publicitaire Google Ads. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir en fait définir et activer ce qu'on va appeler le remarketing, enfin créer différentes audiences basées sur le trafic que vous recevez sur votre site Internet. Donc pour ça, quand vous allez avoir vous allez au niveau de votre propriété dans la console d'administration et directement associé à votre propriété. Ici, vous avez une section information de suivi, collecte de données. Aujourd'hui, Google a lancé ce qu'on appelle le Google Signals. Donc, vous propose en fait de directement activer via Google Signals ce qu'on va appeler la mesure multi-appareil et toutes les fonctionnalités liées aux publicités. Donc, directement, en fait, en allant ici, vous allez activer les signaux Google pour votre propriété ou une propriété en particulier, si vous le souhaitez. Et on va cliquer ici. Et donc, à partir de là, directement, vous avez activé la collecte de données. Donc, cette collecte de données comprend l'ensemble de toutes les plateformes publicitaires. Également, ce qu'on avait vu tout à l'heure au niveau des collectes de données démographiques. Il est nécessaire d'activer maintenant Google Signals pour pouvoir voir ça. Par la suite, vous pouvez aussi créer des audiences. Donc, on a activé le remarketing, donc on est en mesure de créer des audiences si on veut après les recibler. Pour ça, vous allez tout simplement dans la console d'administration, au niveau définition d'audience. Et vous êtes en mesure de créer une audience. Donc, par défaut, souvent, on va arriver ici et on va ajouter tous les utilisateurs sur les 30 derniers jours. Là, on va devoir choisir des destinations pour cette audience. Donc, vous avez toujours par défaut la propriété Analytics. Donc, ça va vous donner un rapport de cette audience directement dans votre compte Google Analytics. Et si vous avez des comptes publicitaires Google Ads, vous allez pouvoir les envoyer dessus à peu près. Donc, il y a différentes manières d'ajouter ça. Et par la suite, donc, on sélectionne tous les utilisateurs sur une période de 30 jours. Et on sélectionne les comptes sur lesquels on envoie cette audience. Bon, j'ai un petit problème, mais généralement, ça fonctionne pour créer des audiences.
Dernier point, très intéressant, surtout du côté volet analyse. Donc, on revient vraiment au... Cyril, si je peux me permettre, là, je pense qu'on est allé assez rapidement. Donc, euh, avant de passer à la fonctionnalité Insight, je reprendrai quelques minutes pour expliquer euh, pour quelles raisons, à quoi sert la fonctionnalité remarketing puis l'audience qu'on vient de se créer. Qu'est-ce qu'on veut atteindre en activant la fonction de remarketing et en se créant une audience. Ce qu'on cherche à faire, si votre audience qui est ici, vous l'envoyez dans votre compte Google Analytics, c'est de regarder comment cette audience se comporte directement sur votre Google Analytics. Donc, il y a différents moyens de le faire, mais c'est certainement ici, répondons simplement à cette question en disant que les audiences que vous créez ici sont des audiences pour recibler ces personnes-là de différentes manières avec des produits publicitaires Google. Et en créant une audience, on peut, et on le verra vendredi, cibler différents utilisateurs en fonction de leurs actions sur votre site Internet. Donc, par défaut, on peut prendre tous les visiteurs de votre site web puis leur afficher des bannières avec votre commerce pendant plusieurs jours. On peut également uniquement prendre des utilisateurs qui ont vu une section spécifique de votre site Internet. L'objectif étant généralement d'accompagner un visiteur qui a visité votre site Internet vers une action. Donc, souvent, on va avoir des visiteurs qui vont venir sur votre blog ou qui vont venir sur une section produits, mais qui ne vont pas convertir. Et on veut reconnecter avec eux, les accompagner dans leur processus d'achat et leur afficher de la publicité à ces personnes-là. Et on va vouloir segmenter, par exemple, si on fait une publicité parce qu'on vend un produit spécifique, on va uniquement peut-être prendre les visiteurs qui ont vu les pages produits de ces produits spécifiques pour les recibler et les accompagner dans leur processus d'achat. OK, donc si on comprend bien, à partir des visites qu'on a reçues sur notre site et sur la segmentation qu'on se fait en définissant une audience, par exemple, tu viens de prendre l'exemple de les gens qui sont venus dans ma boutique en ligne, section vêtements pour femmes. Bon, par exemple, ça nous permettrait de nous créer une audience et de les recibler avec un des produits publicitaires de Facebook, de Google, pardon, c'est-à-dire une publicité display, une bannière ou avec du Google AdWords. C'est bien qu'on comprend. Oui. Parfait. Puis, c'est au même endroit qu'on pourrait se créer, par exemple, une audience qui provient de nos listes d'abonnés à une infolettre? Pour ça, non. Google Analytics, les audiences qu'on peut créer sont directement intimement liées en fait, aux OK. données des visiteurs par leurs témoins de connexion sur votre site Internet. Pour tout ce qui est des listes, on va directement rentrer dans les outils publicitaires de Google pour ajouter des listes de courriels et analyser ces données-là. OK, parfait. Donc, on parle vraiment d'audience qui se base sur le comportement de nos visiteurs sur le site Internet. Exactement. Parfait. Une dernière fonctionnalité qui est assez récente. Google Analytics, c'est un outil qui évolue constamment et de plus en plus, en fait, Google vient utiliser le machine learning puis une sorte d'intelligence en lisant directement vos données et en vous fournissant des recommandations sur qu'est-ce qui se passe. Donc, vous avez en fait une section ici qui s'appelle Insights et ça va vous donner en fait différentes informations basées sur ce qui se passe sur votre trafic. Donc, ça peut être vraiment intéressant à les regarder. Par exemple, vous pouvez voir ici, il a détecté on a plus d'utilisateurs qui sont revenus sur notre site web au mois de juillet. Donc, on a davantage d'utilisateurs qui étaient déjà venus sur notre site auparavant, qui sont arrivés en juillet. On a également, on peut voir également des fois que, par exemple, là, il détecte certaines affaires, que notre taux de rebond est anormalement élevé ou trop élevé sur Google Analytics. Et dans ce cas-là, ça va nous guider en fait pour voir si on a des problèmes ou s'il y a quelque chose qui se passe dont on n'a pas eu l'occasion de voir à travers de tous les rapports
sur votre site et c'est important à adresser. Donc, ça fait pas mal le tour. Il y a un dernier aspect. Donc, nous, ce qu'on a préparé avec cette formation-là, de tout ce qu'on a communiqué, on vous a créé une boîte à outils. Donc, tout simplement, c'est un document qui contient beaucoup de liens qui sont associés à, par exemple, l'implantation de Google Analytics, à des extensions Chrome qu'on a vues tout à l'heure pour vérifier que votre implantation fonctionne bien, et quelques ressources pour vous aider à vous accompagner en fait à installer et commencer à analyser votre trafic sur votre site internet. Maintenant, je pense qu'on va... Ouais, avant de passer, excuse-moi, avant de passer à la période des questions, juste rappeler que ce webinaire a été enregistré. Donc, en plus de la liste des outils qu'on va vous partager à toutes et à tous et les liens directs vers ces outils, nos amis, naturellement, du CQCD vont vous faire parvenir, vont vous mettre à votre disposition le lien de la présentation du webinaire qu'on vient de faire, qui vont vous permettre de retourner à l'arrière et de nous écouter plus lentement parce qu'on sait que par moment, ça va un petit peu plus vite que vous l'aimeriez. Je pense qu'on essaie de survoler, mais il y a certaines sections qui ont été plus rapides que d'autres, donc vous pourrez y retourner au cours des prochains jours. Donc, on a quelques questions de temps. Il nous reste une vingtaine de minutes, donc on va commencer par les 7-8 questions qu'on a reçues en cours de rencontre. Puis si jamais il nous reste du temps et il y a de l'intérêt, Cyril, si tu nous permets, on ira peut-être faire un tour dans la section comment utiliser Google Tag Manager si on veut mettre plus qu'un tag sur notre site Internet. Donc, dans les questions du tout début, Julie qui nous demandait si on a déjà Analytics, mais qu'on aimerait vérifier si c'est bien le bon site Internet qui est configuré dans l'accès Analytics que j'ai. Cyril, à quel endroit on peut aller voir cette information-là? Une très bonne question. Prenons l'exemple ça serait votre site Internet. Il y a deux manières de le vérifier. L'extension Chrome, donc si vous utilisez Google Chrome, ce qu'on appelle le tag assistant, en cliquant dessus, en fait, directement, vous allez pouvoir voir quel est le ID donc le ID de suivi, donc à quelle propriété Google Analytics l'implantation que vous avez en ce moment sur votre compte est liée. Donc, vous prenez ce numéro et vous allez dans votre Google Analytics, vous allez dans la console d'administration, dans information de suivi, code de suivi, et vous vérifiez que le ID de suivi est le même que celui qui est présent en ce moment même sur votre site web. Donc, cette extension-là, il faut bien appuyer sur Enable, rafraîchir la page pour pouvoir voir ça. Une autre technique un peu plus compliquée, c'est d'inspecter votre page. Je n'entrerai pas dans le détail là-dessus, mais si vous regardez le code source de votre page, vous êtes en mesure aussi de trouver le ID de suivi. C'est utile pour ceux qui n'utilisent pas Google Chrome, mais vu qu'on utilise des outils Google, je recommande fortement l'utilisation du navigateur avec cette extension-ci. Absolument. À ceux et celles qui utilisent Google Chrome et qui veulent bien maîtriser Analytics, on vous suggère très, très fortement d'ajouter l'extension Chrome et juste à googler Google Chrome GA ou Google Analytics Extension. Puis vous allez pouvoir le télécharger, l'installer. C'est un outil qui est vraiment pratique. Sinon, il faut aller voir un petit peu aller voir le code source, comme on l'a dit, puis aller faire une référence dans votre console Analytics. Deuxième question. Je reviens en arrière. Deuxième question. Si on peut rappeler comment mettre la plateforme GA, le dashboard en français, Cyril, s'il te plaît. On est passé un peu vite là-dessus. Donc, la langue que vous voyez ici, elle est liée directement en fait à votre compte, que ce soit personnel ou votre compte email sur lequel vous utilisez Google Analytics. Donc, pour ça, pour le changer, il faut cliquer ici en haut et en fait, il faut aller gérer le compte. Donc, vous allez ici, vous gérez le compte et dans données et personnalisation, en descendant tout en bas, vous allez pouvoir gérer la langue associée à votre compte Google. Ça va également changer si vous si vous utilisez Gmail ou d'autres produits Google, ça va changer la langue vraiment de partout. Donc, c'est
c'est lié directement à la langue par défaut que vous utilisez associée à votre compte Google. Donc ici, vous gérez votre compte Google et vous allez dans Données et personnalisation, langue, et vous sélectionnez la langue anglais ou français que vous souhaitez pour voir les données en français ou en anglais dans votre compte Google. Parfait, merci. Une question de Robin. Comment Google détermine qui sont nos compétiteurs? Est-ce que c'est en rapport à la configuration originale dans le type d'entreprise qu'on avait donné à Google? Alors oui, exactement. Quand vous créez en fait votre propriété, tout au début, on nous a demandé une catégorie sectorielle dans laquelle vous jugez que votre site internet se trouve. Et ce que fait Google, en fait, c'est il agrège toutes les données qui proviennent de toutes les propriétés Analytics dans ces mêmes industries et dans les régions que vous sélectionnez, par exemple Canada ou Québec. Et c'est comme ça qu'il compare ces données-là directement dans le rapport d'analyse comparative. Donc, Parfait. vous avez le même secteur d'activité que ce que vous auriez rentré directement. Et en fait, vous voyez également le nombre de sites qui sont utilisés pour cette analyse-là. Donc ici, on voit que dans le secteur qu'on a choisi au Canada, dans les loisirs, avec un volume de sessions moyen entre 100 et 500 visites par jour, on a 375 sites qui sont utilisés pour comparer nos données. Parfait. Merci. Autre question de Mathieu et Tamara également qui avait la même question. Quand on regardait l'acquisition de trafic, la section acquisition, donc le nouveau trafic, on a posé la question, j'ai posé la question, qu'est-ce que pourrait être le trafic direct ou en quel point il se différenciait du trafic organique? Puis on se demandait, est-ce que les liens dans un courriel font partie du trafic direct? Alors, ce qu'on va regarder ici au niveau des sources support, souvent ce qu'on va trouver, on va trouver mail.google.com. Ça, c'est dépendamment de comment vous envoyez vos courriels, ça va rentrer dans un canal différent. Donc, ce que je vais faire ici, je vais ajouter une deuxième colonne pour voir quel est le canal d'acquisition par défaut que Google juge. Et vous voyez ici que, par exemple, on envoie des courriels Gmail, via Google. En tout cas, non, vous envoyez des courriels, mais les utilisateurs les ouvrent dans leur compte Google. Et quand ils cliquent sur vos liens, ça tombe comme du trafic référent provenant de Google. Donc, il y a tout un aspect de aussi reclasser ces groupes de canaux. Il y a des fonctions dans la partie administration pour rediriger mail.google vers un canal qu'on va appeler email ou emailing, courriel, par rapport à ça. Par contre, cependant, une des choses qui existe, c'est si vous taguez les liens sortants de vos propres courriels et que vous mettez des UTM, donc ce sont des liens personnalisés sur vos URL. Dans ce cas-là, ici, on n'aurait plus mail.google.com, mais on aurait peut-être ce que vous auriez écrit comme source. Vous auriez écrit mail et source, vous auriez écrit emailing et le support, ça aurait été un type de courriel que vous envoyez. Parfait. Donc, ce qu'on comprend, c'est que par défaut, normalement, les liens des courriels ne se retrouvent pas directement dans le trafic qu'on appelle catégorisé direct. Et Oui. on a aussi la capacité de mieux le segmenter en utilisant les UTM, donc les liens uniques. Mais encore une fois, c'est un autre sujet en soi qui n'est pas couvert aujourd'hui, mais si vous voulez faire un peu de lecture ou de recherche sur les liens UTM et comment configurer vos liens UTM, il y a énormément d'informations sur le web à ce sujet. Exact. Toujours dans le même ordre d'idée, donc dans l'acquisition, il y a une source qui s'appelle Display. Qu'est-ce que représente la catégorie Display dans le trafic? Alors, ce qu'il faut comprendre, les canaux par défaut que Google va vous attribuer vont dépendre de certains médiums qui sont soit écrits par vous-même en tant qu'UTM et la plateforme les définit comme display. Vous ajoutez un UTM de support, donc un médium,
qui contient CPM, ça veut dire coût par mille. C'est une définition pour dire c'est un coût par mille impressions. C'est utilisé quand on fait des campagnes de bannières. Automatiquement, ils vont le mettre dans le display. Pour comprendre un petit peu, parce que c'est assez similaire à la question précédente, comment ces canaux par défaut sont configurés, vous pouvez aller directement dans votre vue, dans l'administration, et vous allez pouvoir voir les paramètres des canaux. Et quand on regarde ici, groupe de canaux, je n'avais pas fait un changement. Alors, quand on regarde ici les paramètres de canaux, vous allez voir le default channel grouping, donc c'est la manière dont votre trafic est segmenté par défaut. Et à l'intérieur de ça, donc c'est les différentes sections. Donc, ce qu'on observe par rapport à la question qui était posée dans Display, c'est qu'ici, il est défini par le système Display. Donc, c'est certains UTM, et ce que vous pouvez faire si vous avez des UTM, donc on en parlera plus en détail vendredi, mais vous pouvez aussi définir que dans Display, vous allez avoir une campagne qui contient un source média ou un nom de campagne avec tel nom, et ça vous permet d'aller catégoriser votre trafic dans le bon canal. Et normalement, si je comprends bien, le display, ce serait des campagnes de bannières, par exemple. Exactement, oui, exact. Donc, des campagnes de programmatique, des campagnes dans Google Data, le GDN, le Google Display Network et ainsi de suite. Parfait. Maintenant, Danny et Karine nous demandaient qu'est-ce qu'on pourrait considérer, puis ça, c'est une question complexe. Je peux même déjà commencer un début de réponse. Tu pourras compléter, Cyril, mais qu'est-ce qu'on considère un bon taux de rebond? Il y a tellement de paramètres qui viennent influencer le taux de rebond. Par exemple, dans le trafic organique, j'ose espérer qu'on espère, puis tu pourras me corriger, des taux de rebond entre 30 et 40, 45 ou 30 et 50 approximativement. Après ça, si on a des campagnes publicitaires en prospection, puis on utilise des audiences, que ce soit en médias sociaux, que ce soit en SEM ou d'autres façons, on amène du trafic un petit peu moins qualifié, mais ces canaux-là, le taux de rebond pourra rapidement monter à 75, 80, on voit souvent même 90 de taux de rebond. Puis dans une campagne publicitaire, 85-90 ce n'est pas nécessairement mauvais. Il faut être capable d'amener le plus de trafic possible pour en récupérer du bon. Mais naturellement, si on prend le trafic organique, je pense que sous la barre du 50 c'est un taux de rebond qui devrait être considéré comme de bonne qualité. Moi, ce que je recommande, c'est vrai que le taux de rebond, souvent, quand on a une entreprise, on va vouloir savoir est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon. Et on va vouloir se comparer à d'autres. Ce que je recommande, la chose la plus importante, c'est votre taux de rebond est intimement lié à comment votre site Internet est construit. Donc, je vous déconseille de comparer votre taux de rebond à un autre site Internet. C'est une valeur qui est plus à l'intérieur de votre site web pour comparer différentes sources d'acquisition, différentes campagnes par rapport aux différentes données que vous voulez analyser. Mais c'est vraiment propre à vous-même, à la manière dont votre site est construit sur le CMS, l'outil que vous utilisez pour votre site web. Et ce que je dirais qui est un bon taux de rebond, c'est un taux de rebond qui est égal ou supérieur à la moyenne de votre site. Et un mauvais taux de rebond va être inférieur à la moyenne de votre site. Mais je vous déconseille de comparer votre taux de rebond à d'autres sites Internet pour plusieurs raisons. C'est la manière dont le taux de rebond est calculé par Google Analytics avec le système de deuxième page vue ou d'action pour que une visite soit pas considérée comme rebondie. Donc, c'est vraiment une valeur à se comparer à l'interne de ces différentes pages ou ces différents canaux. Et un bon taux de rebond est supérieur et un mauvais taux de rebond est supérieur à la moyenne et un bon taux de rebond est inférieur à la moyenne. Et un autre indicateur de succès à ce niveau, c'est que si on augmente le trafic de notre site mois après mois, il serait bien que déjà la moyenne de notre taux de rebond n'augmente pas. Fait que si on a de plus en plus de gens qui viennent sur le site, mais que les gens restent pour un temps moyen qui est similaire, c'est déjà un gain. Puis un deuxième indicateur, c'est sur certains canaux, si on est capable de faire diminuer le taux de rebond en jouant sur des créatifs différents, en jouant sur une stratégie de contenu qui est différente, ou et aussi et surtout
en jouant sur une stratégie de landing page, de page de destination, donc d'optimiser là où les gens sont redirigés pour s'assurer qu'ils comprennent mieux notre site et ainsi de suite, comprennent mieux ce qu'on veut leur faire atteindre comme objectif, mais ça va nous aider. Merci Cyril. Donc, une question intéressante ici d'Ariane, pardon. Comment trouver mon adresse IP pour l'exclure dans les filtres? Excellente question. Tout simplement, si vous cherchez la question, vous posez directement à Google, What is my IP? Directement, Google vous la donne. Sinon, vous avez différents sites Internet qui existent qui peuvent vous donner votre adresse IP, tout simplement. Donc, parfait. Puis souvent, si vous travaillez seul, bon, vous êtes des petites entreprises, bon, vous pouvez aller le chercher. Pour les moyennes et plus grandes entreprises, quand vous avez soit une agence avec qui vous travaillez, quand vous travaillez avec un département de TI à l'interne, ben, c'est vos collègues qui pourront vous fournir les sous-domaines et les domaines d'adresse IP utilisés. Mais sinon, comme Cyril l'a montré, vous pouvez aller chercher vous aurez une très bonne idée de votre récipient en allant la chercher sur Google. Elle peut changer au fil du temps, mais les premiers chiffres, si on veut, là, vont demeurer les mêmes selon votre fournisseur Internet pour une longue période. Tamara nous dit on peut évaluer le comportement, donc l'analytique de nos compétiteurs et d'autres sites. Donc, est-ce que cette action est anonyme? Dans un sens où anonyme dans lequel vous ne voulez pas partager ces données-là? Ben, j'ose croire qu'on parle de côté anonyme. Si on... Parlons d'anonymat. C'est sûr que tous les sites Internet qui sont utilisés pour comparer l'analyse comparative à différents aspects, on n'a pas la liste des sites Internet, bien sûr. Donc, on n'est pas en mesure de savoir ça. Donc, c'est vraiment des données anonymisées, oui. C'est anonyme dans le sens où les gens ne savent pas, on ne sait pas exactement quel site on a comme données, mais il faut quand même se rappeler que dans l'acceptation des politiques de Google, lorsqu'on ouvre notre compte, bien, notre site Internet va aussi faire partie des statistiques lorsque nos compétiteurs vont venir consulter ces données-là de leur côté. En même temps, ils ne sauront pas qu'on en fait partie, mais il faut comprendre qu'on fait aussi, on va chercher de l'information de GA, mais on en fournit aussi à GA pour nos compétiteurs. Il faut toujours se rappeler qu'il y a du donnant-donnant ici. Et j'ai Isabelle, dernière question que j'ai ce matin, qui nous demande bonjour, dans le rapport d'audience, j'ai beaucoup de données disponibles, mais aucune sur les données démographiques. Qu'est-ce que j'ai manqué? Absolument, j'ai un très bon point. Tout à l'heure, en fait, quand on a créé le compte Google, automatiquement, on nous a proposé d'activer Signals. Ce qui vous a manqué, en fait, c'est ici, il faut aller dans l'administration et directement dans les paramètres, en fait. Vous allez ici dans votre propriété, dans paramètres de la propriété, et il faut activer, en fait, les rapports de données démographiques et les centres d'intérêt. Donc, c'est ici, en fait, ce qui vous a manqué, d'activer ici. Si vous avez activé Google Signals, quand on crée un nouveau compte depuis quelques mois, on active ici, vous ne voyez même plus cette section-là, elle ne sera pas désactivée, ça n'apparaîtra pas, mais vous pourrez aller voir directement dans votre audience vos données démographiques. Si vous ne les voyez pas, il faut venir les activer ici. Également, on parle de récolter du trafic avec des données un peu plus personnelles. Je recommande fortement d'utiliser une politique de confidentialité sur votre site Internet qui explique quel type de données vous collectez à l'intérieur de votre site. Mais c'est ici qu'il faut l'activer quand on ne les voit pas à ce niveau-là. Parfait. Merci. En fait, de questions, on a fait le tour pour les questions qu'on a reçues aujourd'hui. Il reste 3 minutes. Je pense qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui d'aller creuser le côté GTM. Moi, je voulais juste rappeler au monde qui reste, dépendamment de la complexité de vos stratégies numériques et de vos stratégies marketing, la plupart des outils que vous utilisez pour mettre votre site Internet en ligne, si on parle de Shopify, si on parle de WordPress, si on parle de Squarespace, Wix et compagnie, chacun de ces outils-là a
une option de configuration où vous pouvez venir insérer votre tag GA. Donc, c'est encore une fois la façon la plus simple de le faire. Si vous voulez faire une gestion avancée de différents tags sur votre site, vous voulez par exemple gérer le tag GA, oui, mais le pixel Facebook, des pixels de programmatique et ainsi de suite, ou de marketing, d'affiliation, du affiliate marketing, mais il faudrait utiliser, encore une fois, il y a beaucoup de documentation à ce sujet sur Internet. Regardez comment Google Tag Manager, qui est gratuit, fonctionne et fonctionne de façon très, très efficace et c'est nettement recommandé. Mais si vous êtes dans une utilisation de base, très fortes sont les chances que l'outil de gestion de votre site Internet vous permette d'insérer votre tag GA simplement. Donc, juste faire quelques recherches dans la documentation de votre outil et vous trouverez assez rapidement habituellement. Donc, j'ai fait le tour, on a fait le tour de la situation. J'espère que tout le monde, toutes et tous, vous aurez trouvé plusieurs réponses, pardon, à vos questions. Un énorme merci à Cyril, encore une fois. Et bien sûr, on rappelle un merci tout particulier à nos collaborateurs, à nos amis du Conseil québécois du commerce de détail, de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec. Merci encore une fois toutes et tous et bonne journée.